Bonsoir. Dear Arundhati Roy, cher Cyril Veillon, chers membres de la Fondation Charles Veillon, chers représentants et représentantes de l'UNIL, chers amis, bienvenue au Théâtre de Vidy. Le Théâtre de Vidy est heureux et fier d'accueillir la table ronde du prix européen de l'essai avec Arundhati Roy, organisée par la Fondation Charles Veillon et par l'Université de Lausanne. Les thèmes annoncés par cette table ronde, environnement et globalisation, caste et langue, citoyenneté et identité, résonnent avec beaucoup de sujets abordés par des artistes de Vidy cette saison. Et le titre de votre livre, Azadi, veut dire aussi liberté en farsi et en kurde. Il résonne avec la soirée que nous avons organisée la saison passée en solidarité avec les femmes iraniennes, et il résonnera aussi à Vidy les 23 et 24 septembre prochains, dans notre ambassade symbolique et éphémère du Kurdistan, dans laquelle nous organiserons des rencontres et des débats pour penser la démocratie dans un monde sans frontières. Je vous souhaite une très belle soirée et je passe la parole à Cyril Veillon. Merci beaucoup. Merci Vincent, c'est un grand plaisir de voir, c'était pas du tout planifié, mais les grands esprits se rencontrent peut-être. C'est bien de voir qu'il y a un écho à votre programmation de la saison qui commence. Moi, j'ai le plaisir de vous accueillir toutes et tous ce soir au nom de la Fondation Charles Veillon. Merci beaucoup de votre présence et cette désormais traditionnelle table ronde du prix européen de l'essai que nous organisons en collaboration avec l'Université de Lausanne a lieu cette année au Théâtre de Vidy. Merci beaucoup Vincent Baudrier et toutes ses équipes pour ce bel accueil. Et un grand merci aussi à Francesco Panese, professeur à l'Université de Lausanne et membre du jury du prix européen de l'essai. Donc avec ces deux casquettes, nous organisons depuis maintenant quelques années ces belles rencontres avec nos lauréates et lauréats. Cette soirée sera bilingue. Nous avons la chance d'avoir avec nous Varuna Singh, traductrice, journaliste. Elle est aussi actuellement attachée aux questions fédérales pour le canton de Genève. Merci beaucoup, Varuna, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour traduire la discussion. Et donc, sentez-vous libre tout à l'heure de poser des questions en français ou en anglais. Et finalement, merci beaucoup à nos invités que je vais rapidement vous présenter. Arundhati Roy a fait des études d'architecture à Delhi. Elle m'a confié qu'elle avait fait des études théoriques. Elle a fait une thèse de master théorique sur l'urbanisme. Et puis, elle a travaillé ensuite pour le cinéma. Elle a écrit des scénarios, réalisé un film, joué aussi comme actrice. Et puis, elle s'est fait connaître internationalement avec son premier roman, Le Dieu des petits riens, paru en 1997. Et après ce premier roman, elle écrit de nombreux essais qui accompagnent son engagement très fort en faveur de l'écologie, de l'environnement et des droits humains. Elle s'engage autant sur le terrain que par son écriture. Et notre jury a voulu reconnaître son œuvre très incarnée et en même temps très ancrée dans une réalité qu'il nous est souvent difficile de comprendre et même de voir. Arundhati Roy est arrivée de Delhi donc, hier pour recevoir à Lausanne le 45e prix européen de l'essai qui lui est remis pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la traduction en français de son dernier recueil d'essais Azadi, Liberté, Fascisme, Fiction. Merci. À sa gauche, droite, pardon, pour vous, Nicolas Pozza est maître d'enseignement et de recherche à la section de langues et civilisations slaves et d'Asie du Sud à l'Université de Lausanne. Il enseigne la littérature hindi et l'histoire des littératures indiennes modernes. Il travaille sur les pratiques et les théories de la traduction et sur la littérature de voyage et de migration en Inde au XX et XXIe siècle. Il vient de publier un manuel de hindi au pur, je crois en 2 volumes,
et prépare la publication prochaine d'un livre d'essais sur le poète hindi Kunwar Narain. Il a traduit entre autres du hindi le roman Une place vide de l'autrice Gitanjali Shuri, lauréate du Booker Prize en 2022. Et c'est important de relever que l'Université de Lausanne a une section aussi développée sur la littérature indienne. Merci Nicolas. Après un doctorat à Sciences Po Paris, Caroline Aboussada a travaillé pour Médecins sans frontières où elle a dirigé l'unité de recherche et travaillé comme chef de mission, notamment en Irak et en Syrie. Elle a ensuite fondé la branche suisse de SOS Méditerranée qu'elle dirige actuellement. Et elle vient de recevoir un docteur honoris causa de l'Université de Lausanne pour, je cite, son travail sur le terrain qui a permis de porter secours à des dizaines de milliers de personnes en détresse en Méditerranée. Elle est également... Bravo. Bravo pour ce doctorat. Et, Caroline est également une grande lectrice et membre du jury du prix européen de l'essai. So, dear Mrs. Roy, dear Caroline, dear Nicola, thank you very much for your presence. The floor is yours, and I wish you all a very good evening. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire 5 minutes pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée, parce qu'il va y avoir une petite chorégraphie qu'on a pensé mieux de vous expliquer en amont. On s'est dit que je poserai les questions en français. Nicolas va recontextualiser un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez complexes qu'on estime important que vous sachiez avant que Arundhati puisse répondre à la question. Donc il y aura français, français, anglais, traduction, mais je referai la traduction de la question posée au préalable en anglais. Voilà, si vous êtes toujours avec nous. Je voulais aussi vous dire qu'on a choisi avec Arundhati 5 thématiques qu'on va aborder sur ce moment de conversation à 4. Je vais vous les donner, comme ça vous donne un peu la direction de la discussion. Le premier thème, ça va vraiment être autour de la compréhension de l'Inde par les essais et par les romans, parce qu'on estime que c'est quand même une question importante vu tout ça. La deuxième question, ce sera plutôt sur la loi sur la citoyenneté, de savoir un peu où est-ce qu'on en est maintenant, et on abordera un peu toutes les subtilités de cette loi sur la citoyenneté. La troisième question, ce sera autour des castes et de l'annihilation des castes et du débat entre Ambedkar et Gandhi. Et la quatrième question sera sur l'appropriation des terres des Adivasis et la méconnaissance de cette lutte des Adivasis. Et la cinquième question, qui est vraiment d'actualité, ce sera autour de la position ou du positionnement de Modi sur la scène internationale, notamment via le G20 qui vient de se terminer hier. Voilà, donc ça c'est un peu les 5 thématiques qu'on va aborder dans cette chorégraphie tout à fait intéressante. Et évidemment, il y aura un temps de discussion où vous pourrez poser vos questions à Arundhati. We're good. Voilà, donc la première question, autour de cette question sur les essais et les romans. Arundhati, vous recevez le prix européen de l'essai, mais vous êtes quand même connu du grand public, en tout cas pour vos romans. Et donc on se posait la question de savoir si, justement, votre volonté d'exposer les difficultés auxquelles certaines communautés sont confrontées, qu'est-ce qui vous semble être la meilleure forme littéraire? Est-ce que c'est l'essai? Est-ce que c'est le roman? Et comment vous arrivez, vous, à communiquer avec ces communautés? Et du coup, Nicolas, si vous pouvez, à partir de l'exemple du Cachemire, nous redonner un peu de contexte et nous aider à naviguer un peu dans l'œuvre d'Arundhati, ce serait magnifique. Merci.
Merci. L'exemple du Cachemire sera juste un petit exemple parmi un ou deux autres. Ce sera un peu, je vais m'adresser et à Arundhati, vu que c'est une conversation, mais à vous aussi. Et comme l'a souligné Caroline, c'est vrai que la réflexion d'Arundhati sur les enjeux de la société se nourrit vraiment autant des fictions que des essais. On est obligé de passer de l'un à l'autre, ou disons de passer de l'un à l'autre, renvoie à une image beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche de l'Inde et de ses réalités. Par exemple, comme elle le dit, avec l'avantage de la fiction, comme le dit Arundhati dans un de ses essais, la fiction a cet avantage qu'elle possède la capacité, la liberté et la latitude d'englober un univers d'une infinie complexité. Pour justement donner un ou deux petits exemples de ce passage d'un essai, enfin des essais à la fiction, on peut parler, comme l'a dit Caroline, de mentionner l'exemple du Cachemire, du quotidien des Cachemiris, qui est décrit non seulement dans le chapitre 9 du ministère du Bonheur suprême, un excellent chapitre très, très dense, très fouillé sur en fait l'expérience qu'on a Tilo, une femme de Delhi qui va vivre quelque temps au Cachemire et qui rencontre, qui par son regard, son expérience, parle des gens qu'elle rencontre sur place. Donc ça nous donne une description très captivante de ce qu'est la réalité des Cachemiris. Et c'est bien sûr complété par les informations plus factuelles, plus politiques peut-être de ces essais. On peut mentionner Nos cœurs blessés, captifs, Le silence assourdissant du Cachemire ou Le cimetière prend la parole, que vous avez donc tous dans ce recueil d'essais Azadi. J'aimerais aussi mentionner un autre exemple qui montre vraiment ce lien complexe et complet entre les genres. C'est le cas des femmes adivasi et de la lutte des Naxalites, donc des maoïstes Naxalites. Elle le décrit dans un petit livre qu'il y a aussi traduit en français, En marche avec les camarades, mais qu'elle avait publié en anglais, Walking with the Comrades. Donc là, elle décrit Arundhati, son séjour avec les Naxalites au centre de l'Inde. Et c'est complété en fait, par exemple, par la fin du chapitre 10, toujours de le ministère du Bonheur suprême, où on a l'exemple d'une lettre de Revati, qui est une femme adivasi, qui est la mère biologique d'une petite fille, Miss Udaya Jeben, qui est une petite fille adoptée par Anjun, qui est le personnage clé du roman, et sa communauté au cimetière de Janat Guest House. Donc on a vraiment ce va-et-vient, et chaque fois, je dois dire, j'ai eu des informations complémentaires grâce à ce passage d'un essai à l'autre. Donc si vous n'avez lu que les essais, lisez les fictions. Inversement, si vous n'avez lu que les fictions, surtout lisez les essais. Et je laisse la parole à Caroline pour reposer la question. Merci. So, Arundhati, you're receiving the European Essay Prize, but you were first known for your fictional work. The question is, what do you think is the best way to be able to give space to voiceless communities, since you're also questioning the reason why those communities are being made voiceless? Voilà. The floor is yours. Well, I think, sometimes there are things that a writer says which get repeated, and I think one of the most repeated things that I've written is that there is no such thing as the voiceless. There is only the deliberately suppressed or the preferably unheard. So I never have, thought of myself as, one of the most repulsive things for me is when people say voice of the voiceless. I just hate that. For me, the thing is that I think of myself as somebody who lives in the world and who is part of that fabric. So it's never that I go out and say, oh, today I'm going to do research on X or Y or Z. I'm responding to how life moves around me and what are the kinds of consensus that are building.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont écrites et qui se répètent. L'une des choses que j'ai le plus souvent entendu, c'est que pour moi, il n'y a pas de sans-voix. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de sans-voix, seulement des opprimés ou des personnes qui ne sont pas entendues. Et personnellement, je ne me pense pas comme la voix des sans-voix. C'est quelque chose que je détesterais qu'on dise de moi. Moi, j'estime que je vis dans le système de ce monde. Je ne suis pas à la recherche de quelque chose, mais je sors pour expliquer ce monde. So, if you ask me what is the best way, obviously I can't say what is the best way. I can only say that I do it like this because I think I don't see a great difference between the literary efforts of fiction and non-fiction. They are both very different skills. It's like running a long distance race and running a 100-meter race. You know, for an athlete, you train differently. But sometimes you can be the same athlete. But the thing is that I feel most of my non-fiction comes out of an urgency, like I can feel it in my body. When the entire media, the elite, the government is getting together to bully something, to push through something, to call a whole community terrorists, or try, you know, the Walking with the Comrades, for example, it was written when the entire media, which is mostly sponsored by these mining companies, is now beginning to talk about people whose lands they are stealing as Maoist terrorists, and this is the only word that can be used. The Prime Minister is saying they are the single largest internal security threat, and he's talking about the poorest people. So then I go in. Alors, je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure manière de parler pour ces personnes qui sont sans voix. Moi, j'ai ma manière, et pour moi, il n'y a pas une grande différence entre la fiction et l'essai. C'est un peu comme si vous parliez d'un marathon et d'un 100 mètres. Ça peut être couru par le même athlète, mais pour moi, ce que je peux dire, c'est que la plupart de mes essais s'écrivent dans l'urgence. Je sens cette urgence dans mon corps quand, par exemple, l'ensemble des médias se liguent pour dire qu'il y a une communauté maoïste. Moi, je sens qu'il faut absolument défendre l'autre partie et expliquer aux gens ce qui se passe différemment. So, if you ask me to put it as simply as I can, most of the non-fiction is a kind of argument to break the consensus. It's urgent and it's angry. And the fiction is about love, you know. It tells you why I'm so angry, because one is angry because one loves so much that is there. Every day you wake up and you can smile at something, even in the most terrible time in India, you know. So for me, often people say, oh, she's anti-national, she hates India, she criticizes. No, I am the person that loves that place, and therefore I am angry. Alors pour essayer de faire au plus simple, je dirais que ce qui est la non-fiction, c'est une bataille pour rompre le consensus. C'est dans l'urgence et dans la colère. Et la fiction, c'est l'amour, c'est pourquoi on peut sourire tous les jours. Par moments, on m'appelle antinationaliste. Non, justement, moi, j'aime l'Inde et c'est pour ça que j'écris dans ces deux genres. Yeah, so I think that's okay. Thank you. Juste pour revenir sur The Voice of the Voiceless, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement aussi par rapport notamment à SOS Méditerranée, c'est est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste de vous ériger, vous, en Voice of the Voiceless, permet de ne pas questionner les conditions de cette invisibilité des communautés? Tu veux que je... So I was just wondering if, you know, putting you as being the voice of the voiceless is a way to not question the reason why some communities are actually being made voiceless or being unheard or not being able to give their opinion. See, right now, you know,
in a lot of places and spaces, there are debates about representation and who has the right to write about whom and who has the right to say what and who has the right to talk about whose history. And these are important debates. But like, for example, if you're living in India right now, if you're a Muslim, the law applies differently to you. If if you're a Muslim, the violence that is, the demonization and the violence is so severe. People are just being lynched or killed on the streets, being lied about, a whole community being dehumanized in order for what we know could turn into a genocidal situation. In Kashmir, for months together, the internet was shut. Today, there can be no voice from there. The journalists have been silenced, the press club is closed, the newspapers can only publish either advertisements or government or army press releases. So in a situation like that, everybody has to speak up. You cannot be saying only Kashmiris, they are not allowed to speak. Similarly, if you look at a society as complex as India, it's not about disaggregated communities or castes or religions. It is about what kind of society would we like to live in. So all of us have to speak about that, argue about that, insist on shining a light on things. It's not about speaking on behalf of someone. It's about speaking for yourself, about what kind of place would you like to live in. Alors, c'est un débat qui a cours en ce moment dans beaucoup d'endroits sur la représentation, le droit, qui a le droit d'écrire ou de dire quoi sur qui. C'est un débat qui est sans doute très important. Mais en Inde, aujourd'hui, si on est musulman, eh bien la loi s'appliquera à nous différemment. Il y a une telle démonisation, une telle violence, il y a des lynchages, les personnes sont tuées dans la rue, et on pourrait même penser que ça pourrait tourner au génocide. Quand on sait qu'au Cachemire, il n'y a pas eu d'Internet pendant des mois, que les journalistes ont été mis sous silence, alors dans ces conditions-là, tout le monde doit parler. Pas seulement les Cachemiris pour eux-mêmes, mais il faut qu'on parle tous pour savoir quelle société indienne on veut, et il faut surtout qu'on parle au nom de soi-même et pour soi-même. Merci. Si on passe maintenant à la loi sur la citoyenneté, donc suite aux émeutes de 2020 contre la loi sur la citoyenneté, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est du processus d'application de cette loi, et est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux majeurs de cette loi pour les minorités? Et Nicolas, il y a 3 volets derrière cette loi. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu? Oui, donc une petite contextualisation par rapport à cette loi dont elle va parler tout à l'heure, qui est vraiment problématique, notamment pour la communauté musulmane dont elle vient de parler. Dans le dernier essai de Azadi, L'incendie couvre le système en faillite, c'est en fait la retranscription d'une convention où elle a parlé lors d'une convention contre la loi sur la citoyenneté quelques semaines avant le confinement en Inde, donc confinement le 24 mars 2020. Donc, comme l'a dit Caroline, il y a 3 volets derrière cette loi. C'est un petit peu technique, mais bon, c'est nécessaire pour comprendre les différents enjeux qui lient ces volets. Il y a tout d'abord ce qui est appelé en anglais NPR, National Population Register, donc le registre national de la population. En fait, c'est un registre qui collecte des informations sur toutes les personnes résidant en Inde, qu'elles soient citoyennes ou non. Et ce registre est lié officieusement au recensement qui ont lieu tous les 10 ans. Officiellement, les données sont anonymisées, c'est pour avoir des statistiques, mais ce n'est pas individualisé. Néanmoins, selon plusieurs personnes qui craignent ce genre de la loi sur la citoyenneté, elles voient là un premier pas vers le registre suivant,
qui est en fait des données individualisées. Donc le deuxième registre, c'est le NRC, National Register of Citizens, ou le registre national de citoyenneté ou des citoyens. Et celui-là a pour fonction de répertorier nominalement tous les citoyens indiens, qu'ils soient en Inde ou à l'étranger. Donc là, on parle de citoyens indiens et de citoyennes indiennes. Le but est donc d'identifier les personnes qui sont dites légales, afin de pouvoir expulser les immigrants dits illégaux et qui sont considérés comme des doubtful citizens, donc des citoyens douteux. Voilà, merci. Et comment peut-on justifier qu'on est indien ? En fait, il faut pouvoir prouver une ascendance indienne par voie paternelle, et uniquement paternelle, directe, ininterrompue. Alors, par exemple, en Assam, dans l'État d'Assam, à l'est de l'Inde, où c'est le premier État où cette loi a été appliquée, ce registre a été appliqué, il faut pouvoir prouver ça jusqu'en 1971. C'est lié à l'histoire de l'État, peut-être qu'elle nous en parlera ou non. Enfin, voilà, donc il faut pouvoir prouver une ascendance indienne paternelle sur plusieurs générations. Et ceci est lié au CAA, le Citizenship Amendment Act, ou amendement à la loi sur la citoyenneté, parce qu'en fait, dans l'Assam, il y a eu énormément de problèmes, parce que ce n'est pas facile de prouver qu'on est indien. Il y a énormément de personnes, hindous notamment, qui ne pouvaient pas prouver, parce qu'elles n'avaient pas les papiers, elles ne pouvaient pas prouver leur citoyenneté indienne. Donc pour éviter cela, en fait, le gouvernement a mis en place, ou a voulu mettre en place ce CAA, dont le but officiel est une voie rapide d'accès à la citoyenneté pour les minorités non musulmanes. Elle concerne les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes, enfin toutes les communautés non musulmanes qui viendraient d'Afghanistan, du Pakistan ou de Bangladesh. Mais le principe, vu que c'est basé sur non-musulmans, c'est que ça contrevient au principe d'égalité de la Constitution, qui dit que tout citoyen est égal devant la loi, et c'est aussi une discrimination sur des bases religieuses, alors que la Constitution, l'article 15, justement, dit qu'il ne faut pas de discrimination sur base de religion, de sexe, de caste, etc. Donc, et en plus, il ne faut pas oublier, et je m'arrêterai là, les discriminations administratives, parce que plein de personnes, hindous également, ne peuvent pas prouver justement leur citoyenneté, soit parce qu'elles n'ont pas les papiers avec elles, soit parce que c'est par exemple des ouvriers journaliers qui voient leur maison détruite par des bulldozers, ou c'est des personnes par exemple comme les Adivasis dont on a parlé. Enfin, toutes ces personnes n'ont pas forcément des papiers officiels à prouver. Et donc c'est face à la mise en place de cet amendement qu'il y a eu des manifestations fin 2019, début 2020 à Delhi. Voilà. Merci. Arundhati, so about the citizenship law, can you tell us today where are we in terms of the implementation of that law? And can you tell us the main stakes, what is at stake for those minorities today? Okay, so if you want to understand the full details of it, you'll have to read, because I don't want to get into the technicalities, but let me try and see how I can simplify it. Basically, this thing called the National Register of Citizens, it began in, after the war in Bangladesh, the war of liberation as it's called, but when Bangladesh used to be East Pakistan, and then the Pakistani army basically committed genocide in Bangladesh, and then Bangladesh, which shares a border with Assam in India, had millions of refugees pouring in. And then afterwards, the Assamese began to feel like their identity was being overwhelmed by refugees. And then there was this idea before the Modi time that there should be a national register of citizens, and it went in and out. But when the BJP came to power in 2014, by 2019, Modi belongs to a fascist organization called the RSS, which has always maintained that India should be a Hindu nation. They actually don't believe in the constitution. They would not fly the Indian flag in their offices. And the NRC then, they suddenly declared it's going to be a national thing.
should I stop or carry on? Maybe I'll try. Yeah. Pour comprendre, en fait, pour bien comprendre tous les détails, je vous suggérerais de lire, mais je vais essayer de résumer. Donc, le registre national de la citoyenneté a commencé avec la guerre du Bangladesh, lorsque l'armée pakistanaise s'est livrée à des génocides et que, bien entendu, des centaines de milliers de réfugiés sont venus du Bangladesh à l'État d'Assam, où ils ont une frontière, l'État d'Assam qui est en Inde. C'était donc avant Modi. Et déjà avant Modi, à cette époque, on a pensé à faire un registre. Mais lorsque Modi est arrivé, vers 2019, on a commencé à faire un registre avec une autre idée, parce qu'il faut que vous sachiez que Modi appartient à une organisation que je qualifie de fasciste, c'est le RSS, et cette organisation voudrait faire de la nation indienne un État hindouiste. So basically the problem when the refugees came in Assam was not that they were not all Muslim refugees, many of them were Hindu refugees, and when the NRC was accelerated by the BJP, he found that this sort of 2 million people were struck off the list. So it's not a refugee managing policy, it's a refugee manufacturing policy of how do you turn people who've lived in these areas for generations into refugees. But the disturbing thing was that a lot of them were Hindus. So then there was the Citizenship Amendment Act, which then gave Hindus and Sikhs and all non-Muslim people a free pass. And then it grew into a huge protest because, see, they said you've got to produce legacy papers to prove who you were when you were born. None of us have legacy papers. Even I don't have legacy papers, you know. But the idea is it's almost like you make everybody illegal and then you decide who can be legal, you know. It's to unsettle whole populations. Adivasi people, indigenous people living in the forest, like, they don't even have papers of their land because they have, you know, been on that land before there was a country called India. Now, if you're going to ask them to produce documents, they don't have them. So everybody becomes illegible in the system. So it's a way of controlling a population. Donc, à l'époque où les réfugiés sont arrivés en Inde, ils n'étaient pas tous musulmans. Il y avait aussi beaucoup d'hindouistes. Et donc, le parti de Modi a accéléré l'introduction du registre. Et on a découvert qu'en fait, il y avait 2 millions de personnes qui auraient été réfugiées. En fait, ce n'était pas seulement pour voir qui était réfugié, mais on a presque créé des réfugiés. Et sur cette base-là, le gouvernement a décidé de faire l'amendement à la loi sur la nationalité qui a donné lieu à de très très grandes protestations, pour répondre à la question de Caroline, car il a fallu prouver avec des papiers légaux, comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, depuis quand on était en Inde. Mais cette histoire de papiers légaux, c'est très difficile pour beaucoup de populations, notamment les populations autochtones. Donc c'est simplement une façon de contrôler la population. So the important thing to remember is that you cannot either deport or jail numbers like this when they are in the millions. But they started to build these huge detention centers like cities, you know, in places like Assam and other places. And it was almost like telling people, especially minorities, Muslims, that this is where you belong. Even if we can't feed you or jail you or deport you, this in the public imagination is where you belong, you know? So there were massive protests, not just in Delhi and not just by Muslims, but all over India. It was incredible. Millions of people came out. And then to cut those protests down, there was a massacre in Delhi, where Hindu right-wing vigilantes backed by the police came and just burnt and killed a whole lot of people in northeast Delhi.
a working class area in northeast Delhi. In fact, President Trump was actually visiting at the time. And you see, there are always videos of when a Muslim is lynched, when somebody is forced to chant Hindu slogans, or one of the most horrifying videos that came out of that time was the police had these young Muslim boys who were grievously injured. One of them later died, lying on the road, and they were kicking them and prodding them and making them sing the Indian national anthem as they died. They died. This boy died later, but the kind of humiliation and demonization, where you're calling them termites, they are illegal, we are building you detention centers. When then Corona came, then they were like, oh, Muslims are spreading Corona, like the Jews were accused of spreading typhus. So this idea that a government is going to ask people to produce a set of documents that it will approve to decide who is a citizen and who is not, was last done in Nuremberg by the Third Reich. Alors, on ne peut pas déporter ou emprisonner autant de gens. Donc, ce qu'a fait le gouvernement à l'époque, c'est qu'il a créé des centres de détention. Ces centres de détention étaient surtout destinés aux minorités musulmanes, avec le message en arrière-fond, eh bien voilà, c'est là que vous devez être, c'est à ça que vous appartenez. Ce qui a donc provoqué des démonstrations massives, et pas seulement à Delhi, mais dans toute l'Inde. Mais à Delhi, il y a eu des massacres au nord-est de Delhi, dans la classe ouvrière. C'était lors de la visite de Donald Trump. Et il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé. Et sur ces vidéos, on voit de jeunes hommes, des musulmans blessés, la police qui les bat et qui les force à chanter l'hymne national indien. C'est des choses aussi violentes que quand on qualifie les musulmans de termites, ou bien qu'on les a accusés de répandre le corona. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a accusé les juifs de répandre le typhus. Donc la dernière fois qu'un gouvernement a obligé des gens à produire des papiers pour prouver les origines, eh bien, ça a été jugé à Nuremberg. So if you're asking me what's happening now, so what's happening now is nothing. Nothing. It's like after those protests, what the government does is it just keeps unsettling you, So first there's NRC, CAA. Then within days of that, there was this lockdown for Corona, which a nation of 1.4 billion people were given 3 hours notice, and the lockdown was not like the lockdown anywhere else in the world. So you're not allowed to go out, you're not allowed to, no one is allowed to move. So what we saw then was this kind of chemical experiment where suddenly the poor in the huge cities of India, working class people who have no way of living in the city unless they're working, suddenly started this biblical exodus, and millions of people started walking hundreds of kilometers, or sometimes home to their villages, and dying on the way, getting sprayed, getting beaten. Then you had the whole, Corona story. So for the moment, the CAA and the NRC has been put on hold. But there's a general election coming, and if they win, I have no doubt that they'll start it up again, Ce qui se passe maintenant, pour répondre à votre question, c'est rien. Le gouvernement a déstabilisé la population avec toutes ces différentes lois et registres sur la nationalité. Et puis d'un coup, on a eu le confinement. Et croyez-moi, le confinement pour une nation de 1,4 milliard d'habitants, on a eu 3 heures pour se faire à l'idée qu'il y aurait un confinement. Et on a assisté à quelque chose que je qualifierais d'expérience chimique, parce que les pauvres ont dû quitter les villes et il n'y avait plus de moyens de transport, il n'y avait plus rien. Donc ils devaient parcourir des fois des centaines de kilomètres pour se rendre chez eux. Ils étaient battus. Donc pour l'heure, ces différentes lois ont été mises sur pause, mais on a bientôt des élections et je ne doute pas qu'elles vont être réactivées.
Merci. Le troisième thème, c'est sur les castes. C'est pas toujours évident de rebondir, en fait. Mais par rapport au castes, c'est quelque chose qui traverse toute votre œuvre. Il y a notamment cet essai dans Mon cœur séditieux sur la discussion entre Ambedkar et Gandhi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est possible d'annihiler les castes? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que la solution doit venir des Dalits eux-mêmes? Et Nicolas, la question c'est pour vous, c'est si vous pouvez nous expliquer justement ce que, à la fois l'opposition qu'il y a eu entre Gandhi et Ambedkar sur la question des castes, mais aussi les Dalits, qui sont les Dalits et quels sont leurs mouvements. Oui, comme vous l'avez mentionné, il y a ce très intéressant et long aussi essai Le docteur et le saint, la confrontation Ambedkar-Gandhi, qui est dans Mon cœur séditieux. C'est un essai d'une centaine de pages, mais qui revient justement sur un texte de Ambedkar, Annihilation of Caste, dont personne n'a entendu parler, ou enfin très peu de personnes connaissent. Donc Arundhati Roy revient sur ce débat entre Gandhi et Ambedkar quant à la question de savoir, face aux discriminations de caste, face à la question de savoir est-ce qu'il faut abolir le système à la base des castes, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il faut le faire ou non. Je vais lire un petit paragraphe de cet essai où elle résume parfaitement ce débat. Arundhati écrit « Tout admirateur qu'il fût du système des castes, Gandhi croyait qu'il ne devait exister aucune hiérarchie entre elles et que toutes devaient être considérées sur un pied d'égalité. En fait, pour Gandhi, elles possédaient toutes leurs valeurs propres, donc il n'était pas nécessaire d'abolir le système, mais de le réformer uniquement. La réaction, elle écrit, la réaction d'Ambedkar fut de dire « Le hors-caste est un sous-produit du système des castes. Rien ne peut émanciper le hors-caste si ce n'est la destruction du système des castes. » Ce débat résume le débat de beaucoup d'autres intellectuels en Inde, avec cette position de savoir si les intellectuels faisaient partie de la caste, enfin étaient justement hors caste, ou s'ils appartenaient aux castes favorisées. Et les personnes de caste favorisées, généralement, favorisaient les réformes, alors que quelqu'un comme Ambedkar voulait justement abolir le système. Pour la terminologie, actuellement, donc, on parle de Dalit. Le mot Dalit, qui veut dire brisé, cassé, et qui, à l'époque moderne, et maintenant vient à dire opprimé, c'est un terme qui s'est développé surtout à partir des années 1970 et qui a remplacé, au moins parmi les Dalits, justement les termes plus usuels, enfin anciens, d'intouchable, parce que ce terme intouchable est lié à la question, donc, au système brahmanique, au fait qu'ils sont impurs et donc non touchables, et aussi à un autre terme proposé par Gandhi qui est de Harijan, le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu, mais qui est très paternaliste et qui évidemment ne pouvait convenir aux Dalits. Donc Dalit, c'est le terme utilisé par les personnes concernées. Au niveau législatif et administratif, on parle de schedule caste, ou les castes répertoriées. Un terme qui avait été déjà mis en place par les Britanniques, mais qui a été repris dans la Constitution. Et selon ces critères, en 2011, c'est la date du dernier recensement, les Dalits ou Schedule Caste représenteraient 16,6% de la population, soit 200 millions d'Indiens et d'Indiennes. Donc, pour faire bref, parce qu'on ne va pas se lancer dans une longue définition, mais pour faire bref, Dalit, toute personne qui est hors du système des 4 varnas, des 4 grandes classes du système brahmanique. Les principes dans leur littérature, c'est avant tout le rejet des règles, des restrictions et des notions de pureté qui sont liées au système brahmanique, vu que justement on les taxe toujours de personnes impures, donc il y a un vrai rejet de cette notion-là. Par voie de conséquence, il y a un rejet aussi des textes du brahmanisme, comme les Védas notamment. Et le modèle perçu comme un modèle absolu, on pourrait dire pour les Dalits, c'est le docteur Bhimrao Ambedkar,
donc qui est un Dalit du Maharashtra et qui, grâce à un soutien du Maharaja local, a pu avoir une éducation, donc aller à l'école. Ensuite, il a fait un MA à l'Université de Columbia, puis un doctorat à la London School of Economics, avant de devenir en fait le président du comité rédactionnel de la Constitution indienne et le premier ministre de la justice de l'Inde indépendante. Et pour dernière note biographique sur Ambedkar, à la fin de sa vie, il a décidé avec sa communauté de rejeter en bloc l'hindouisme pour adopter le bouddhisme. Donc là, dans la littérature, dont on verra projeter un extrait d'une autobiographie en hindi de Om Prakash Valmiki, ce qui est très important pour les auteurs et autrices Dalits, c'est cette idée de représenter de manière réaliste l'expérience Dalit. Donc représenter ce qu'ils ont vécu de manière réaliste pour une double prise de conscience pour les Dalits eux-mêmes, pour leur dire « voyez, vous pouvez parler, nous pouvons parler », pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Arundhati Roy, mais aussi une prise de conscience de la part des castes dominantes pour leur dire « voyez quelle est notre réalité que vous ne connaissez pas ou que vous préférez ignorer ». Donc voilà, vous pouvez lire cet extrait de cette traduit en français donc d'une autobiographie hindi. Merci. C'est tout bon. So Arundhati, do you think that today it's feasible, it's possible to annihilate castes? And if yes, who do you think can do it? Do you think the Dalit can do it themselves, or how? You have 2 minutes. So really, honestly, I mean, I'm just being honest with you. I'm very reluctant to speak about caste in this way because it's a very brutal, but it's also quite complicated, and there are a lot of things which I might have sort of interjected, and it's like what I can say is you should read Dr. Ambedkar's Annihilation of Caste, or you should read The Doctor and the Saint, because it's such a charged and difficult subject to be simplistic about. But essentially, let's say, I would say it's the most brutal social system of social hierarchy, and the difference between caste and other kinds of discrimination is that it has been given the sanction of so-called religion. So people are told that you'll get justice in the next life or the next life, and it is as much about perpetuating it as accepting it. And there are, within Dalits also, there are subcastes, within Brahmins there are subcastes, and the main thing to understand about what Gandhi is saying is that you keep caste, but it's all equal. It cannot be, because the whole function of caste has to do with ancestral work that each caste is supposed to do. So the Brahmin is the priest, and the Valmiki is supposed to clean the toilets, and he says that everyone should keep doing that, but everyone should be equal, which is an absurd way of looking at things. But all I'll say here is that The Doctor and the Saint is about a debate between Gandhi and Ambedkar that took place after Ambedkar wrote this very revolutionary essay. It was a text of a speech that he was supposed to give, he was then cancelled, and so it was published, and it's a very radical text. And Gandhi responded. So, oh, I'm sorry, I forgot about that. Alors, pour répondre à la question de Caroline qui demandait est-ce qu'on peut annihiler les classes, honnêtement, j'ai beaucoup de peine à parler des castes simplement comme ça, en simplifiant, parce que peut-être que j'aurais contredit beaucoup de choses dans ce qu'il vient de dire. Donc, encore une fois, je vous conseille de lire L'annihilation des classes d'Ambedkar, ou alors Le dialogue, le docteur et le saint. Et
parce que qu'est-ce que c'est que les castes en fait? C'est juste une hiérarchisation brutale de la société avec le blanc-seing de la prétendue religion, tant dans sa perpétuation, ce système de caste, que dans son acceptation. Et au sein des Dalits eux-mêmes, il y a aussi des sous-castes, c'est donc très compliqué. Et Gandhi disait qu'il faudrait conserver le système de caste, mais que les gens restent égaux, ce qui est quelque chose de complètement irréaliste, dans la mesure où le système des castes provoque justement ces inégalités et est hérité de vos ancêtres. So what caste does, that it creates an imagination, a social imagination of hierarchical thinking. And there are something like 4,000 castes, okay? So everybody has somebody to oppress and everybody has someone to be oppressed by. So it's like a very complex administrative system where everyone is co-opted into the violence because everyone is perpetuating it, except the tiniest caste may be right at the bottom, you know. It's a complicated machine of surveillance and administration which co-opts the people and precludes all forms of solidarity. So I often say, I think that's there in The Doctor and the Saint too, that, you know, when Chairman Mao had the revolution in China, he said a single spark can light a prairie fire. But in India, there is no prairie, there's just the labyrinth of caste, and this poor little single spark is totally lost in there. So they you know, it is the single most important thing that stands in the way of any kind of progressive revolution in India. Les systèmes créent une pensée hiérarchique. Je vous rappelle qu'il y a 400 castes, donc tout le monde est à un moment l'opprimé ou l'oppresseur de quelqu'un. Tout le monde perpétue ce système de violence, sauf celui qui est bien entendu tout en bas. Ce système exclut toute forme de solidarité. Et Mao disait qu'une étincelle peut mettre le feu à une prairie. En Inde, on a juste ce labyrinthe des castes et la pauvre petite étincelle est perdue. So, essentially, when I was writing The Doctor and the Saint and looking at this argument, I actually started to go back to Gandhi's time in South Africa. And then I myself got the shock of my life, you know, because I'm also, all of us, I'm sure you also have seen Richard Attenborough's film, and all of us from the time we were children are taught that Gandhi was on a train in Pietermaritzburg and he was thrown out of the first class compartment because he shouldn't have been there. It was only whites. And then he started this fight for justice. Complete bullshit. You know, basically in South Africa, Gandhi's first fight was to have a third entrance open to the Durban post office so that Indians would not have to share the same door as savages, which is what he called black people. Anyway, it goes on, you know, I traced his writings on caste, on race, on sex, on women, and it's all referenced, page numbered, quoted, so I don't want to, you know, take risks of misquoting the saint. But it was really, it's really a very shocking thing how there has been a deliberate misrepresentation of this person because he's the saint of the status quo then, you know. And I'll just finish by saying that, you know, you ask how can it be annihilated. The point is that no single caste can annihilate the caste system because it has to do with the imagination of the whole of society, you know. So everybody has to participate in that project. Everybody has to stop being sectarian or caste because today in India, you know, less than 5% of people marry outside their caste. It is the engine that runs Indian society.
Alors, quand j'ai commencé à écrire l'essai Le Docteur et le Saint, j'ai commencé à faire des recherches sur Gandhi, son époque en Afrique du Sud. Et là, franchement, j'ai eu le choc de ma vie. Parce que, bien entendu, beaucoup d'entre nous, vous avez vu le film de Richard Attenborough. Vous vous souvenez de cet épisode qu'on raconte depuis longtemps quand Gandhi, quand il était en Afrique du Sud, a été expulsé d'un compartiment parce qu'il n'était pas blanc. Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Parce que le premier combat de Gandhi en Afrique du Sud, ça a été d'obtenir une 3e entrée à la poste de Durban pour que les Indiens n'aient pas à partager la même entrée que les Noirs. Alors je ne veux pas prendre le risque de révéler des choses fausses ou de dire des choses fausses sur Gandhi parce que ça reste le saint des saints, mais pour répondre à votre question, comment annihiler les castes, une caste seule n'y arrivera pas parce que tout le monde doit participer à arrêter ce sectarisme. Je vous rappelle qu'en Inde aujourd'hui, moins de 5% des personnes se marient en dehors de la caste à laquelle ils appartiennent. Merci. Moi, j'ai juste 2 questions avant de repasser à l'avant-dernier thème. La première, c'est comment vous expliquez cette réécriture de la vie de Gandhi, parce que pour être totalement honnête, moi j'ai découvert Ambedkar cet été, parce que j'ai fait passer mon été avec Arundhati Roy comme les 3 ici présents. Mais parce que c'est en fait, j'en ai discuté avec tous les gens qui étaient autour de moi cet été, ont entendu parler du coup de Ambedkar versus Gandhi. Et comment vous expliquez cette disparition complète de Ambedkar, finalement, de l'histoire, en tout cas à l'extérieur de l'Inde, où nous, on n'en a pas entendu parler? Et la deuxième question, c'est parce que c'est la 2e fois que vous finissez une réponse à la question sur la réinvention de la société. Il va falloir qu'on reparle de ça. So, first question, how can you explain that Ambedkar is so forgotten in the West? Nobody heard about Ambedkar. That's the first question. So he's not forgotten. He was never known, and that's pretty deliberate, you know. So if you go to India, you go to the poorest houses, you'll find a portrait of Ambedkar, very beloved. Now, I suppose a little bit has changed, but otherwise you go to government houses or, elite people's houses, you'll find a picture of Gandhi. But the thing is that this debate look at, I think everybody, almost 90% of the people in the world who know anything about the Indian freedom struggle know it from Richard Attenborough's Gandhi, which was like the Wikipedia of the time. And there was no Ambedkar in it. Gandhi's most fierce critic and opponent was absent in the film. He was not defeated or forgotten or anything. He was absent. So it's a sort of what I call the project of unseeing. It's changing a little bit now, but it's really important for us. I'm not somebody who's going to say, Gandhi was just terrible on every front. No, there were things about him which were visionary and great, but we all need to be able to walk and chew gum at the same time. Like, we don't have to have a single string instrument going here. He was a very problematic person. I mean, even when it comes to women, for example, it's unbelievable the things he said and did, and so why can't we be complex about these great people? Like, why do we have to lie about them or create this false myth around them? And until we accept that complexity, until we accept what our history is and who these people are and what the good things were and what the bad things were, how are we going to move forward, So, no, I'm glad you spent the summer with. It was fantastic.
Ambedkar n'a pas été oublié, en fait, il n'a jamais été connu. Si vous allez en Inde maintenant, dans les maisons pauvres, il y aura peut-être un portrait d'Ambedkar, et dans tous les bâtiments du gouvernement ou dans les maisons plus riches, il y aura un portrait de Gandhi. Et je pense que 90% des personnes qui connaissent quelque chose à l'histoire de l'Inde, au temps de la partition, le savent par le film d'Attenborough, qui est en fait notre Wikipédia. Et dans ce film, Ambedkar est complètement absent. Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Donc, je ne suis pas en train de dire que Gandhi était juste quelqu'un de terrible. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour l'Inde, mais il faut avoir un peu toutes les lumières, toutes les complexités. Et ça sert à quoi de créer des mythes? C'est en acceptant les différentes complexités qu'on finira par avancer. And I just wanted to say one more thing, which is that Ambedkar didn't write the Indian Constitution, but he was the head of the committee that wrote it. There were a lot of debates, and he himself ultimately was disappointed about many of the battles that he fought and lost. But the Constitution of India is the first legal document that says that all citizens are equal. This was something historic in a system, in a society that practices caste. It's a different matter that obviously all citizens are not equal in India in the ways that they are treated, but legally, supposedly, they are. And today, the government is on the verge of setting aside the Constitution. In 2025, it will be the 100th anniversary of the RSS, which has always said that India should be called a Hindu nation. So the Constitution has been set aside in terms of how this country functions, but if it's going to actually be rewritten and we're going to have a new Constitution after 2025, we'll have to see, but we are in that very, very dangerous place. J'aimerais juste préciser qu'Ambedkar n'a pas écrit la Constitution, mais qu'il était le chef, le président du comité, et que lui-même a été déçu des nombreuses batailles qu'il a dû livrer et parfois perdre. Et j'aimerais souligner aussi que la Constitution indienne de l'époque, c'était le premier document disant que tous les citoyens étaient égaux, ce qui n'est pas vraiment vrai dans un système qui pratique des castes, mais c'était ce premier document. Et aujourd'hui, le gouvernement est sur le point de mettre cette constitution de côté. En 2025, nous seront célébrés les 100 ans du RSS, ce mouvement paramilitaire nationaliste auquel appartient Modi. Et le RSS dit que l'Inde doit devenir une nation hindouiste. Donc je crains qu'on soit sur le point de réécrire la Constitution et c'est un grand danger que je prédis. Merci. Pour parler maintenant des Adivasi, vous avez vécu un temps avec ces groupes autochtones et vous avez beaucoup défendu leur cause. En quoi leurs luttes sont-elles essentielles pour l'Inde et pour le reste du monde, et aussi le fait que leurs actions, qui sont parfois violentes, aient été taxées de terrorisme anti-étatique. Comment vous expliquez ça et comment on peut justement contrer ce type de délégitimation d'une cause? Nicolas, si vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les Adivasi et sur ces causes avant qu'on passe la parole à Arundhati. Alors, pour contextualiser cet autre sujet extrêmement sensible et complexe, je vais faire simple, trop simple, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Mais donc, quand on parle de Adivasi, c'est un terme qui veut dire donc Adivasi, les premiers résidents, ou ceux qui, les premiers résidents simplement. Et c'est en fait ce terme qu'utilisent les personnes concernées au centre de l'Inde, un terme qui est apparu dans les années 1938-39 et qui est vraiment le terme utilisé actuellement. Mais pas toutes
tous les autochtones utilisent ce terme. Ceux qui sont au nord-est de l'Inde, donc au-delà du Bangladesh, préfèrent se qualifier de tribaux, tribals, même si c'est un terme colonial, c'est inventé ou enfin donné par les Anglais, c'est néanmoins le terme qu'ils ont retenu parce que pour eux, les Adivasis sont ceux qui viennent du centre de l'Inde, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes communautés, les mêmes groupes. Donc eux s'appellent tribaux. Au niveau de la constitution, comme avant on avait les scheduled castes, ici on a les scheduled tribes, donc les tribus répertoriées qui sont, selon le recensement 2011, 8,6% de la population, soit 105 millions d'habitants. Alors, ils ont certains droits à l'éducation ou des terres, mais on verra que ce n'est pas exactement ça, que leurs terres leur sont souvent enlevées, en fait. Et au niveau international, on parle justement de autochtones ou indigenous people, c'est le terme utilisé par exemple à l'ONU ou ce genre d'organisation internationale. Mais l'Inde, le gouvernement indien n'accepte pas ce terme d'autochtones pour les Adivasis parce que selon eux, tous les Indiens sont des autochtones, tous les Indiens sont des premiers résidents. Alors, qu'est-ce qui est l'élément, si on veut dire, primordial ou comment les qualifier et comment les décrire? On pourrait dire avant tout que leur histoire est faite d'épisodes de dépossession de leurs terres, de leurs moyens de subsistance, au début par les Britanniques, ensuite par le gouvernement indien, puis par les grands groupes miniers qui prennent leurs terres très riches en bauxite, en charbon, etc. Donc c'est une marginalisation constante. Un de leurs célèbres ou un de leurs représentants les plus importants, professeur Santal, c'est Virginius Kaka, qui dit que ce n'est pas tellement la question de savoir qui étaient les premiers ou qui étaient, si les Adivasis étaient les premiers, mais c'est surtout justement ce fait qu'ils ont été systématiquement dépossédés de leurs terres. C'est ça qui caractérise leur lutte et qui les qualifie avant tout. Comme petit exemple, avant de céder ou en cédant la parole à Arundhati, c'est l'extrait d'un poème d'une auteure adivasi, Jacinta Kerketa, qui est d'origine, donc qui est du centre de l'Inde, dont la langue maternelle est une langue du Sud, mais qui écrit ses poèmes en hindi et qui a eu une traduction en français. Il y a aussi une traduction en anglais, en allemand, enfin dans beaucoup de langues européennes, et qui résume assez bien ici cette lutte des Adivasis pour leurs terres, et un lien qu'on peut faire, que je préfère laisser expliquer par Arundhati, le lien avec, on en parlait au début, les maoïstes ou les naxalites, qui est aussi un lien très difficile. Adivasis, rather you than him. Merci. Arundhati, so you've lived for some time with the Adivasis and you've defended their struggle. Can you tell us a bit why is this struggle essential, not just for India, but for the rest of us? And why are they being discarded as anti-state terrorism? Well, actually, there isn't like one struggle. There are many, many, many different communities who have their different struggles. Let's start by saying that whatever we call them, indigenous people, tribal people, they basically have been pushed into forests, and the forests, the minerals, and those people, they live on top of each other, and therefore they are in a dangerous place. I think the first essay that I wrote, which was called The Greater Common Good, and it was about the struggle in the Narmada Valley where the dams were being built. And most of the people who were going to be submerged were from these communities. And of course, it was much more than just about submergence. It was about the ecology, what was being done to the rivers, what was going to happen to the forest. And to me, that was the beginning of
my understanding of my politics and myself, that it was more than just about human beings. I'm always more than just about human beings, you know. But that was a struggle that was defeated. It was a Gandhian non-violent struggle led by not tribal people, you know, but led by other activists, because it was very complicated. There were things in court and all that. But it was defeated and the dam was built. But I'll just finish this part, which is that, you know, the first village where the helicopters landed, this was in the 60s, where it was announced that this huge dam was going to be built, was a village called Kevadia. There, those people were displaced, and the dam builders came, and the dam colony was built. Those people became servants on their own lands, you know. And then, of course, hundreds of thousands of people were displaced. But today, on that village, the symbol of the defeat of this movement and the victory of this new India is the Modi built, the tallest statue in the world. You know, like we are not even the dirt in its toenails. And it sits on Kevadia colony, you know, as like somehow you can't imagine something more symbolic in terms of what the message to the people of the Narmada Valley is. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une seule lutte, il y a plusieurs communautés, donc il y a plusieurs luttes. Et puis qu'on appelle ces personnes des indigènes ou bien d'origine tribale. Qu'est-ce qu'on leur a fait? En gros, on les a poussés dans les forêts, retranchés dans les forêts, où les forêts où les minéraux, les mines sont nombreuses, donc c'est un danger pour ces personnes. Et dans un des premiers essais que j'ai écrit, qui était sur la construction du barrage de la Narmada, j'ai rencontré beaucoup de ces personnes et la majorité d'entre elles étaient des Adivasis. Et j'ai commencé à écrire sur ces personnes, pas seulement sur les êtres humains, parce que mes intérêts dépassent toujours les êtres humains. C'était un peu le début de mon combat. Je me battais aussi pour la défense de la rivière, la défense des forêts. C'est une lutte non violente à la Gandhi qu'on a menée et qu'on a perdue. Je vous la résume parce qu'il y a eu beaucoup de cas devant les tribunaux et le barrage a fini par être construit. Et quelque chose qui est très symbolique, c'est que l'un des premiers villages dont on a déplacé les habitants, c'était dans les années 60. Ce village s'appelait Kevadia. Et les gens ont été donc déplacés, sont devenus des domestiques sur le propre terre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Inde, justement dans ce village? C'est qu'on a érigé la plus haute statue du monde sur ces terres, justement. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme message plus symbolique de cette nouvelle Inde à sa population? But that struggle in the Narmada Valley was one of the most profound and beautiful resistance movements that I've ever been associated with. But then later, this Walking with the Comrades, it's about another part in central India called Bastar, where there's a lot of iron ore and bauxite, which is the mineral that goes into making aluminum. So all those lands were signed over to mining companies, IOU, for infrastructure companies, roads, and so on. And now inside this forest, villages that were like miles from the road, you had to walk for miles to get to a village. And there, what the government did at that time was to send in the paramilitary, hundreds of thousands of soldiers, and then they created a vigilante army of indigenous people who went in and burned and raped and killed, trying to make people leave the land for the companies. It's an old story. I mean, it's nothing new. It's an old story that has happened. But for me, the thing is that these are the most profound battles, because what you're fighting for is a
what they are all fighting for is a different idea of civilization, of happiness, of what it means, what progress means. These are the people who know, you know. And I sometimes find myself reacting a little angrily when, you know, today in the Western world, there are so many groups fighting for climate change and things. But in a place like India, that was a mass movement, you know. Right up until the 90s, it was a mass movement. The movement for the fight for the environment, the fight for rivers, the fight for a different way of looking at the world. And suddenly, and they were all crushed, violently crushed. And suddenly, it's as if they never existed. And the only battles that are being fought are being led by people from here. This is not the case, and this is not history, you know. These battles have been fought by people in Brazil, by people all over Africa, all over India. And even today, if you look at just last month, you saw, I mean, the government, this idea of, you know, millions of Hindus must go on a pilgrimage, and so they've built 4-lane highways in the most delicate mountain ranges in the Himalayas. They have cut trees, and now you watch, it's like biblical. The mountains are falling into the rivers, the hotels are falling into the rivers, the roads have been destroyed, the glaciers are melting, and you know, it doesn't seem to make a difference because you can keep talking crap at the G20. You know? La lutte dans la vallée de la Narmada est l'un des mouvements de lutte les plus profonds et les plus beaux auxquels j'ai participé. Dans mon essai En route avec les camarades, ça se passe à Baste, dans l'Inde centrale, où il y a beaucoup de minerais de bauxite, et c'est pour ça que les terres ont été vendues à des exploitants miniers. Et en gros, pour la faire courte, le gouvernement a envoyé donc des forces paramilitaires qui ont elles-mêmes été combattues par des armées qui étaient formées des autochtones. Ces batailles sont pour moi les plus profondes parce que c'est vraiment des batailles symboliques pour des idées différentes de bonheur et de civilisation. Et des fois, je peux pas m'empêcher d'être en colère quand je vois ce qui se passe en Occident, notamment les mouvements qui se battent pour le climat. À l'époque, les mouvements pour lesquels nous combattions en Inde, c'était des mouvements de masse qui ont été opprimés dans la violence. Et en gros, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Et c'est comme un peu si les seules batailles qui sont menées aujourd'hui pour cet environnement, eh bien, c'est des batailles qui se passent en Occident. J'aimerais juste citer quelque chose qui s'est passé tout récemment. Le gouvernement indien a construit des immenses autoroutes pour permettre aux pèlerins d'aller faire leur pèlerinage sans tenir compte du tout des conditions environnementales. Et c'est presque biblique aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer. So, I mean, just to end this, I'll talk about imagination. So, bauxite, which is the material that is used, processed to make aluminum. It's a porous stone that you find on the tops of flat mountains. So every time I see a flat mountain now, flat top mountain, I get a little scared because you know that this is one of the most coveted minerals. So in nature, bauxite works like a water tank. When it rains, when the monsoon comes, the bauxite stores the water in the mountain, and then it waters all the fields around it. You know, so when the bauxite is in the mountain, it sustains life all around. And for the people that are fighting against these mining companies, they understand the value of bauxite in the mountain. For the mining companies, for the markets, for the corporations, the bauxite is of no value unless it's outside of the mountain. So my question is
one of imagination. Do you have the imagination to leave the bauxite in the mountain? You know, that is the difference between survival and non-survival of this planet, that imagination. Because when you realize that you cannot sustain life on this planet if metaphorically you do not have the imagination to leave the bauxite in the mountain, then we are on the path to the annihilation of all of us, caste, religion, tribe, earth, sea, everything, you know. See now, what they are telling us is that they didn't need all this translation. Great, thank you. Great feeling. Bon, alors j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns pour qui ça servira. J'aimerais continuer à poser la question de l'imagination, parce que le bauxite, qui est un aluminium poreux qu'on trouve au sommet de montagnes plates, a la particularité de faire réservoir d'eau quand il pleut. Et donc, il soutient pour ça toute la vie alentour. Et pour toutes les personnes qui luttent, donc pour les Adivasi qui luttent contre les compagnies minières, ils comprennent ce système dans la montagne. Et pour les compagnies minières, ce bauxite n'a de valeur que lorsqu'il est hors de la montagne. Alors, la grande question que je vous pose, c'est avons-nous l'imagination de laisser le bauxite dans la montagne? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement le système de caste qu'on va annihiler, c'est nous-mêmes, la mer, la vie et la planète. Alors, il nous reste techniquement 3 minutes. Donc, vous avez le choix. Pour la dernière question, avant qu'on passe la possibilité au public de poser des questions, soit on parle de fascisme, soit on parle de réinvention de la société. En toute simplicité. We only have 3 minutes left, so you can choose before public access question. Do you want to talk about fascism or reinventing society? Which theme would you prefer? Fascism. Fascism it is. No, so just about that, because the last month there has been, so Modi has been invited for the 14th of July in France as the leader of the inspired world. Then there's been the BRICS summit, and then very recently the G20. So he's really putting himself out there as becoming the link or the go-between the East and the West, and is preventing anyone from discussing what is happening within India. And you've made a fantastic interview on Al Jazeera, and I was shocked by the disclaimer put by Al Jazeera, which said that this does not represent Al Jazeera's views. But I would really love to hear, you know, what do you think right after the G20 meeting? Well, you know, before the G20, as you said, he was in BRICS, and he was at the Bastille Day, the chief guest. And before that, he was in the United States, you know, Biden, Macron, all these people who talk about democracy, you know, fawning over him. And I mean, they all knew at that moment, while he was doing this, what was going on in India. I am not the person who thinks that, oh, they should be informed or we should tell them. They all knew. And let me just tell you a few of the things that were happening. The problem is now that, you know, people like me have been, had our eyes on Modi as a fascist from 2002 during the Gujarat genocide of Muslims that happened just weeks after he took over as chief minister. But now the problem is that that project, which does involve elections, I mean, India has been described as an electoral autocracy. The point is that autocrat is a fascist. He belongs to a fascist organization. And because we have elections, we have this 24-hour dissemination of hatred of minorities on our 24-hour news channels all the time. So now we have not to just fear our leaders, but to fear a very
terrifyingly indoctrinated section of the population. And I'll just give you a few examples. For example, last year on Independence Day, August 15th, Modi spoke from the podium and he said, as he knows how to speak to the world in a different face from what is going on in India. He spoke about women's rights and how he believes in educating the girl child and so on. That moment, while he was speaking, his government pardoned the 9 or 14 killers who gang raped a Muslim woman called Bilkis Bano, who killed 14 members of her family, including her 3-year-old daughter, whose head they smashed on a rock. They dismembered and disappeared the bodies. It took some honest policemen to actually find all the evidence, convict them. They were convicted by the highest court in the land. Modi's government pardoned them. And they were received outside jail with garlands, and some of them even campaigned in the BJP's election campaign. That was one. I think I'll translate. Okay. Alors, c'est vrai que Modi est de plus en plus visible, les BRICS, le G20, il était en France, Biden, Macron l'ont tous reçu, et moi je dis qu'ils savent très bien ce qui se passe en Inde, qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Inde. Des personnes comme moi gardent un œil sur Modi parce qu'on pense qu'il a des velléités fascistes depuis 2002. Et comme nous allons avoir des élections en Inde, nous avons une espèce de dissémination 24 heures sur 24 de haine des minorités. Et ce qui fait qu'on doit craindre non seulement nos chefs, mais une population endoctrinée. J'aimerais juste vous rappeler ce qui s'est passé l'année passée, au même moment où Modi faisait un discours sur le droit des femmes et l'éducation des filles. Au même moment, son gouvernement acquittait les violeurs et les personnes qui avaient tué une femme dans son village, ainsi que sa fille et de nombreux membres de sa famille. Every day, because of this hatred, you'll see you have thousands of vigilantes with Hindu right-wing people with swords calling for the annihilation of Muslims, calling for the mass rape of Muslim women. While Modi was in America, you had in a small town in Uttarakhand, you had people putting cross marks on Muslim families' doors saying we want a Muslim-free Uttarakhand. You had a school teacher calling up a 7-year-old Muslim child in class and making each of the Hindu boys come up and slap him. You had a railway protection force officer walking down a train with a gun and shooting and killing Muslim passengers and saying, "You got to vote for Modi." You have the Manipur police who are partisan in the civil war that's happening in Manipur, handing over women to a mob to be paraded naked and killed. And then you had women supporting the rapists. You had women asking for other women to be raped. It's psychotic, the situation. And these people know it, but they see India, they see two things. One is they see a market of 1 billion people, and the second thing they see is a bulwark against China. Earlier it used to be Pakistan, now they've stepped back and it's India. And so anything is all right. You know, anything is all right. And I was asked by a big American newspaper to write, do you have any thoughts on the Modi-Biden meeting? I said, yeah, I have a lot of thoughts on it, but I don't think you'll publish those thoughts, you know? And they said, no, we will. So I said, look, why are you all acting so surprised? I mean, your country has supported Pinochet. Today we are the 50th anniversary, September 11th, of Pinochet, General Zia, Shah of Iran. So what's another non-white fascist to you? You know, for you it's like democracy for the white world and fascism or dictatorship or anything else for the non-white world. It doesn't matter, you know.
I'll say one more thing, or you'll translate. I'll try to translate, Okay. because it was quite a lot. Okay, so. okay. À cause de cette haine, on assiste en Inde à des appels au meurtre, au viol. On assiste à des choses telles que des marques spéciales qui sont posées sur les portes des musulmans. On assiste au fait que des enseignants font défiler tous les enfants hindous devant un petit musulman et que chacun doit lui donner une claque. On assiste au fait que l'armée tue, dans des compartiments, l'armée tue tous les musulmans et dit « il faut voter pour Modi ». On assiste au fait que même des femmes appellent à violer d'autres femmes. Alors, pourquoi est-ce qu'en Occident, on accepte tout ça? En gros, c'est parce qu'on voit deux choses en Inde. On voit un marché qui vaut des milliards et on voit une espèce de protection contre la Chine. Avant, c'est le Pakistan qui jouait ce rôle et c'est plus le cas maintenant. So, in the 9 years that Modi has been the Prime Minister, he has not addressed a single press conference in India. When he went to the US, after a lot of negotiation, he said, okay, I'll answer one question. And so one reporter from the Wall Street Journal asked about what he's doing for minorities. And the ruling party and its trolls trolled her so much, insulted her so much, that the White House had to step in to defend her. When they came for G20, the American press contingent was secluded, was not allowed to come. There was no press conference because Modi will not answer questions from the press. And finally, the US president went to Hanoi and held a press conference about G20. Because in India, he was not allowed to. But not allowed to means what? Because, okay, we're going to buy some Airbuses, or we're going to buy Rafale from France. So these proud Democrats are willing to lie on the floor and humiliate themselves to this fascist for the sake of this. And I think, there's nothing more shameful than this, because they cannot pretend that they don't know what's going on. They know exactly what's going on, and they're still doing it. Je signalerai qu'en 9 ans, Modi n'a pas donné une seule conférence de presse. Et quand il a été en marge du G20, quand il a été d'accord de répondre à une question, la journaliste qui avait posé la question a dû être défendue par la Maison-Blanche parce qu'il n'a pas du tout aimé ce qu'elle voulait qu'il dise. Et je signalerai aussi que le président des États-Unis a dû faire sa conférence de presse à Hanoï parce qu'il ne pouvait pas la faire en Inde, comme Modi lui-même ne la faisait pas en Inde. Donc pour conclure, je dirais que ces fiers démocrates sont prêts à s'humilier devant ce fasciste, et que pour moi, il n'y a rien de plus honteux, car ils savent très bien ce qui se passe dans le pays. Merci. But the thing I want to say is that there's a lot of resistance in India. There are a lot of brave journalists, a lot of brave activists, lawyers. Many people are in jail. But, let nothing that I have said make you feel that there isn't a huge fight back there. There is. And, people are standing up, and whatever happens, eventually this project will fail, because India is too vast, too diverse, too beautiful, and it's like trying to put a huge ocean into a Bisleri bottle. It can't happen. But then, but maybe one last question before we give it to the public. Then what can we do to help this huge movement that is fighting back? You can talk to your stupid governments. Yalla. Alors, Arundhati Roy veut toutefois souligner qu'en Inde, on ne se laisse pas faire, qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de journalistes courageux, qu'il y a beaucoup de personnes en prison, que le pays se défend, et quoi qu'il arrive, ce projet fasciste va échouer parce que l'Inde est beaucoup trop grande et beaucoup trop belle.
Elle ne se laissera pas faire. Et Caroline demandait, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Eh bien, elle a dit, vous n'avez qu'à parler à vos gouvernements stupides. Y a-t-il des questions? Sachant qu'il reste 5 minutes et que... voilà. Donc, qui arrive à attraper le micro le premier? Il y a un micro, logiquement. Alors, oui, voilà. Alors, la personne avec le micro est là-bas. Thank you. I'm going to speak in English if you don't mind. If you can just introduce yourself, that would be amazing. Thank I you. am Kavi, and I come from a country, a small country which they are increasingly calling it Little India. You might have guessed, Arundhati Roy, that it's Mauritius in the Indian Ocean. First of all, I would like to thank the organizers for this very interesting event, the Fondation Veillon, l'Université de Lausanne. And first of all, I have an invitation before I come to my question. I have an invitation for Arundhati Roy. You know, there is a book fair in Mauritius. I understand they have invited you to come to this book fair next October. And it seems you are not free, but I'm reiterating the invitation. My friends, some authors in Mauritius are organizing this event. So I'm going to reiterate this invitation to you if you want to come there. It's important because why are they calling Mauritius Little India? Because ever since Modi came to power, he has been investing billions of rupees to modernize Little Mauritius. And until very recently, the Mauritian government has ceded an island. Maybe some of you know that there is already a military base an American base in Jegugasha in Mauritius. Now there is a military base for India in Agalega in the Indian Ocean. And there is a fight for influence in this region of the world. So maybe if you come, you'll be able to speak up for the other activists in Mauritius on that issue. Then my question is, we've seen that some of the chauvinistic male leaders of the world have vanished. Some of them are staying on, like Erdogan, we thought he would have lost. Then Bolsonaro is no longer here, and Trump is no longer here. He may come back, we don't know. And I understand also that in your writings, facts and fictions are so intertwined that it's difficult to differentiate between them. I'm finishing my question. So my question is, don't you think that we might that the Indian people will sometime get rid of Modi? And I understand that the RSS is very, very strong, and maybe even if there is a change, as you say, in the government, maybe things won't change dramatically. Thank you very much. Juste rapidement pour faire la traduction, Madame Roy est invitée à la foire du livre à l'île Maurice, qui est appelée maintenant la Petite Inde, parce que c'est en train de se diriger dans la même direction. Et long story short, la question est donc, vu qu'on a réussi à se débarrasser, à se débarrasser de Trump pour un certain temps et d'autres, Bolsonaro et compagnie, est-ce que Madame Roy pense qu'on arrivera à se débarrasser à un moment de Modi? So there is, it's not like there is no possibility of Modi losing the elections. There are many things happening right now. One of them is also that there's a lot of discomfort within the ruling party because he humiliates the people within the party. And also that the RSS, it's an organization that has worked towards this for 100 years, but it doesn't believe in this personality cult. And now it's almost like he's bigger than the RSS. So there's a little bit of tension there. And also the other opposition parties in India who were very quarrelsome with each other have got together. And that's a very significant development. Because if you look at the way Indian elections work, in truth, Modi doesn't have the kind of majority that is projected. It's just that whoever gets the most, and because things are so divided, so in fact it's about 35% or something like that. It's a lot, but still it's not a majority,
So there are chances that there are slim chances, let's say, that they might lose the next election. Even while the G20 was going on, there were some very bad election results coming in for them. But the real problem is that this ideology has penetrated, all institutions, all universities, history books are rewritten, courts, the media, all this, So it's as if it's terrifying to see how destructive something can be in so few years. So how do you unpoison the river? That is the real question. Because when they come into the opposition, they can be terrifying also, in terms of the trouble that they start, the massacres and pogroms and provocations. Il y a de petites chances, elles ne sont pas grandes, mais que Modi perde les élections, notamment parce qu'il humilie le parti lui-même. Donc il y a des oppositions au sein même du parti, et aussi parce que le RSS ne croit pas au culte de la personnalité. Et aussi parce que les partis de l'opposition se sont coalisés. Donc Modi n'a pas vraiment la majorité, il a peut-être à peu près 35% des voix, mais il y a une petite chance qu'il perde. Le vrai problème toutefois, c'est que l'idéologie a pénétré les institutions, réécrit les livres d'histoire, et que ça, c'est terrifiant en si peu d'années. En fait, c'est le premier qui arrive à attraper le micro, parce que, en fait, je ne vais pas dire vous ou vous, c'est compliqué. Hello. Ce sera la dernière. Je suis désolée, c'est déjà 8h20. Mille excuses. Again? Okay. Thank you. Hello, my name is Sahana. Thank you for the wonderful event. My question is, with the recent news about the name of India being changed to Bharat or whatever, do you think with the religious association of the name, it's just going to be perceived as just a name change, something passive, or do you think it can have a deeper impact where identity of non-Hindu Indians is affected? And I think, for people who... Oh, do you need to translate that? Quickly. Juste la question, c'est avec le changement de nom de l'Inde, est-ce que ça va avoir un impact sur les populations non hindouistes indiennes, ou est-ce que ça va juste être considéré comme un simple changement de nom? So basically, suddenly last week, there was this big rumor just before G20 that the name of India was going to be changed officially to Bharat. Now the fact is that in the Indian constitution it says India, that is Bharat. India colloquially and otherwise is called India, is called Bharat, is called Hindustan. It's part of poetry, part of songs, part of music. So what happened was these opposition parties, when they came together, the acronym they gave themselves was India. So then Modi was not happy about, saying the Prime Minister of India or whatever. So it's just a little, I mean, personally, I don't feel that it's actually going to happen. It's just one of those things that, again, to destabilize people, to get people talking. And one of the other reasons is that just before the G20, this is a whole other subject, but Modi has one favorite corporation. He's called Adani. Adani has suddenly been exposed first by the Hindenburg Research Group, and then by this organization of journalists who investigate corporate crime, as pulling off the biggest con in corporate history. So before the G20, he didn't want this discussed, so then this was slipped into the news cycle, because just before that it started off, the other thing was one nation, one election, because in India every state is a federation, so it has state elections. So
It's the fascist imagination is one election, one language, one religion, one country, one. And we are, except for 1,000 gods, of course, that's okay. But so in truth, what we are is one dictator, one corporation. Just, if I can just say what means this India name by the opposition, it's quite interesting because India is the acronym for Indian National Developmental Inclusive Alliance. So it's a big program. So then there was a proposal that they change the acronym to, I've forgotten what it stands for, but MODI. Then he would change his own name. You know? So. Pour résumer la traduction, en gros, les Modi a utilisé exactement le même stratagème que les Français quand il y a un enjeu électoral, c'est qu'on parle des femmes musulmanes au lieu du vrai sujet. Et donc c'est ce qu'il a fait parce que l'entreprise de laquelle il est la plus proche venait d'être impliquée dans un énorme scandale et que pour éviter que la discussion se focalise sur le scandale, il a lancé cette idée de changer le nom et donc tout le monde s'est concentré là-dessus et non sur le scandale. Voilà, donc merci infiniment Arundhati Roy d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et merci aussi énormément à Varuna Singh pour la traduction, à Nicolas pour le contexte. Bravo. Et, voilà. Et à Caroline. Et merci à vous tous et toutes. Et puis très bonne soirée. Voilà. Et réinventer la société, je crois que c'est le message quand même essentiel.